C'est l'heure du sonneur. Et malheureusement, et vous savez, je vais vous dire quelque chose pour être très honnête. Doxa a même hésité à parler de ce sujet dans le sens où on a l'impression que ce sont des sujets qui se répètent constamment. Des morts d'enfants tués par d'autres mineurs, souvent récidivistes. Et finalement, nous aussi, on s'habitue et on se dit que notre auditorat s'habitue, qu'il en a marre d'entendre parler de ces sujets. Mais un peu pour ça aussi, j'ai voulu qu'on en parle. Et qu'on en parle avec quelqu'un qui, depuis le début, est force de proposition pour justement arrêter ce désastre, qui est Pierre-Marie Sèvre. Bonjour Pierre-Marie Sèvre. Bonjour Clémence Odiakova, bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous. Ce matin, vous êtes juriste et directeur de l'Institut pour la justice. Alors je rappelle les faits. Elias, 14 ans, poignardé pour son téléphone à Paris, vendredi dernier. Il a été abordé par 2 agresseurs qui lui ont réclamé son téléphone alors qu'il sortait d'un entraînement de foot dans le 14e arrondissement. Ces agresseurs sont âgés, eux, de 16 et 17 ans, déjà connus de la police. Ils avaient l'interdiction d'être ensemble, mais ils n'ont pas respecté cette interdiction. Et donc, Elias l'a payé de sa vie, puisqu'il a succombé à ses blessures, puisqu'il a refusé de donner son téléphone. Et finalement, il s'est pris un coup de couteau qui a fini par le tuer. J'aimerais d'abord vous proposer d'écouter le préfet de Paris, Laurent Nunez, qui en parlait hier matin sur RTL. On écoute ces informations. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, c'est dramatique. C'est dramatique que les effectifs qui sont les miens à la préfecture de police, évidemment, luttent pour faire baisser la délinquance, que les vols-violences baissent significativement à Paris. On est à moins 20%, y compris dans le 14e. Mais les chiffres ne pèsent rien face au drame face au drame qu'on a connu et face au décès du petit Elias. Et ce qu'on constate, c'est une montée en gamme, une montée en puissance de la violence chez les mineurs. Vous avez dit sur les 2 auteurs présumés, ils étaient connus pour des faits, c'était des faits identiques? Oui, pour des faits la identiques. même chose. Oui, Et d'ailleurs. ils ne devaient pas se rencontrer, normalement la justice l'avait interdit. Oui, voilà, je m'en réfère à ce qui figure dans les médias. Effectivement, ils étaient sous contrôle judiciaire, ils ne devaient pas se rencontrer. Ils étaient connus, d'ailleurs tellement connus que quand mes effectifs ont reçu les premiers témoignages suite à cette agression horrible, ils ont tout de suite fait un rapprochement avec les auteurs. Ils ont été interpellés très rapidement. Évidemment, je veux saluer les effectifs de la BAC du 14e qui ont été extrêmement réactifs et qui ont retrouvé les auteurs immédiatement. On sait qu'ils C'est la police judiciaire qui enquête. Voilà, donc on entend, ils étaient connus, tellement connus que les forces de l'ordre ont fait immédiatement un rapprochement avec les auteurs en question. Ils étaient déjà sous contrôle judiciaire, ils n'auraient pas dû être ensemble. Et on entend le journaliste qui dit c'est quand même un problème, il y a quand même une question là, ça aurait pu être évité. Et évidemment, tout le monde a pensé la même chose, sauf que le soir sur BFM, le même préfet Laurent Nunez s'explique parce qu'il en a marre de la fachosphère. Écoutez. Quand vous avez un enfant de 14 ans qui reçoit un coup de couteau parce qu'on veut lui piquer son portable et qu'il décède, forcément, il y a eu un échec, forcément, il y a eu un dysfonctionnement. Je ne vais pas vous dire autre chose. Ce que j'ai expliqué ce matin chez vos confrères d'RTL, c'est que ces individus étaient déjà connus. Enfin, c'est pas une révélation. La presse en a fait l'écho dès ce week-end. Ils étaient sous contrôle judiciaire, ils n'avaient d'ailleurs pas le droit de se voir. Évidemment. Et visiblement, ce contrôle judiciaire je ne peux pas vous dire autre chose. Ils étaient connus. À partir des descriptions qui ont été faites des auteurs de l'agression, oui, mes services ont fait des rapprochements, ont pu les interpeller très vite. Il n'y a pas d'interpellation préventive dans notre pays. Au bout d'un moment, il faut remettre l'église au centre du village. Donc il n'y a pas d'interpellation préventive. Je vois que les sites de la fachosphère s'excitent sur le thème « oui, ils étaient connus ». On ne peut pas interpeller les gens de manière préventive. Ça n'est pas possible. Ces personnes avaient été connues de la justice, ils étaient, je comprends, sous contrôle judiciaire et devaient comparaître dans quelques mois. Voilà, il n'y a pas d'interpellation préventive, il devait comparaître et finalement la fachosphère s'énerve pour rien. Pierre-Marie Sèvre, avant de parler de votre rapport, donc je le précise, qui sortait le même jour que le jour où Elias se fait poignarder, pour parler de ce phénomène de carcérophobie français. Avant d'aller dans le fond du sujet, quand même, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce que nous dit le préfet Laurent Nunez ? Alors attendez, voilà. Il a raison. Il a raison sur plusieurs points. Il a raison sur le fait que il n'y a pas d'interprétation préventive. Il a raison sur le fait que la délinquance baisserait depuis quelques mois, c'est ce qu'on dit, depuis les Jeux Olympiques en gros, parce que aussi nos prisons débordent, parce qu'on a mis beaucoup de gens en prison. La délinquance baisse ces derniers mois.
Il a certainement raison. Maintenant, l'affaire d'Elias, comme en fait beaucoup trop d'affaires, moi on m'a demandé de réagir plusieurs fois sur l'affaire d'Elias. Il y a des journalistes qui me demandent si je veux écrire des tribunes sur cette affaire-là. Mais en fait, comme vous, je partage le sentiment qu'au bout d'un moment, on ne sait plus, on s'habitue, il y en a tellement, et on ne sait plus quoi en dire. L'affaire d'Elias, c'est pas uniquement un problème de justice des mineurs, c'est pas uniquement un problème de ce sont deux récidivistes, c'est un problème c'est un symptôme de centaines de problèmes français. Par exemple, moi, je peux très bien vous parler de justice des mineurs. Oui, effectivement, le code de la justice pénale des mineurs, depuis 2021, il scinde le procès en deux pour les mineurs, c'est-à-dire qu'ils ont une première audience qui détermine leur culpabilité. C'est probablement ce qui est arrivé pour le vol dont les deux mineurs suspects sont accusés, et donc coupables probablement. Et une deuxième audience, plusieurs mois plus tard, après une espèce de période de test pour savoir quelle sera la peine. Et le juge, en gros, il dit ils se sont bien comportés pendant quelques mois, donc je vais leur mettre une peine amoindrie, ou à l'inverse, ils se sont mal comportés, je vais leur mettre une peine plus importante. Là, en l'occurrence, ils se sont particulièrement mal comportés, ils ont tué quelqu'un. Donc voilà, ça c'est une nouveauté, mais en fait, pour moi, ça va beaucoup plus loin que la justice pénale des mineurs. Parce que je pourrais aussi vous dire, la solution, c'est d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. Et c'est vrai, c'est probablement une des solutions. C'est-à-dire que la majorité pénale est à 18 ans depuis un moment, elle n'est pas corrélée forcément à la majorité civile, parce que pendant longtemps, je vous rappelle que c'est sous Valéry Giscard d'Estaing qu'on a baissé la majorité civile de 21 à 18 ans, alors que la majorité pénale était à 18 ans depuis des années. Donc tout ça n'est pas forcément corrélé. On pourrait baisser la majorité pénale à 16 ans, comme ça les procédures pour majeurs, donc un peu plus sévères, mais pas trop sévères non plus, s'appliqueraient aux 16 ans, 17 ans, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais en fait, le problème déborde largement de tout ça. On est dans un problème civilisationnel dans lequel on a plusieurs peuples qui cohabitent sur un même territoire, et il faut le dire. Et malheureusement, même si on n'a pas à attaquer directement les personnes issues de l'immigration est évidemment la plus grosse catastrophe qui nous arrive sur le dos depuis 30 ou 40 ans en France, qui révolutionne tous les champs de la société, à commencer par la criminalité et la justice, puisque la justice doit gérer, les mêmes juges doivent gérer des petits Bretons qui vont commettre quelques conneries, et vous leur mettez un rappel à la loi, ils vont se ranger immédiatement. Et puis des gens qui sont issus de cultures claniques, des migrants afghans, qui pour eux, s'ils n'ont pas la main coupée quand ils volent, c'est pratiquement ça avec les talibans, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas punis. Donc les mêmes juges doivent gérer deux problèmes complètement différents. Vous faites référence, pardon, je fais juste une parenthèse, à ce qu'expliquait Dr Maurice Berger chez nous, encore pour son dernier livre, mais comme il avait fait depuis le début avec tous ses rapports sur cette nouvelle violence des mineurs, ultra-violence comme on dit, où en effet il a parlé de cette culture clanique et le fait que finalement on ne parlait pas le même langage, et que eux, en effet, tant qu'il n'y avait pas une prise en main par la force des choses, ils n'entendaient pas notre langage à nous. Exactement. La justice est un phénomène éminemment culturel. La justice, c'est une question de dissuasion. C'est une question de dissuasion à l'égard des délinquants eux-mêmes. À partir du moment où ils ne sont pas punis, évidemment, ils ne sont pas dissuadés. Et à l'inverse, s'ils sont durement punis, ils sont dissuadés. Et une dissuasion à l'égard de tous les autres criminels et délinquants. S'ils savent que leur cousin a été durement puni, les autres potentiels délinquants ne vont pas passer à l'acte. Donc c'est quelque chose d'extrêmement culturel. Vous comparez un Français même du début du XXe siècle avec un Français d'aujourd'hui, les peines devaient être bien différentes. Un Français d'aujourd'hui, normalement, parce qu'on a aussi au long cours un phénomène de pacification profonde de la civilisation, ça s'appelle la civilisation des mœurs. Nous sommes un peuple civilisé et de plus en plus civilisé. Un rappel à la loi a forcément plus d'effet sur un Français aujourd'hui civilisé qu'il ne l'avait sur un Français d'il y a un siècle. Parce que ce phénomène de civilisation prend son temps, etc., etc. Et oui, vous avez raison, Michel Berger, c'est le premier, Maurice Berger est le premier à en avoir parlé, sur la culture clanique, qui évidemment change complètement la donne en matière de justice et en matière de criminalité. Alors parlons malgré tout de votre rapport qui est sorti, de cette enquête qui est sortie vendredi dernier, donc le même jour encore une fois que l'attaque au poignard contre Elias, où vous parlez de ce mal français qu'est la carcérophobie. Et même si vous le dites vous-même, il y a peut-être, avant même d'aller interroger la justice pénale et les incarcérations, il y a un phénomène civilisationnel qui est en train de se jouer.
Mais malgré tout, puisque ces jeunes ont besoin d'entendre la loi de la contrainte physique, pourquoi ne pas penser et remettre cette contrainte physique, donc je parle de la prison, à l'ordre du jour? Et de quoi parle exactement votre rapport? Est-ce que vous pouvez nous développer? Alors, notre rapport, si vous voulez, nous, on a identifié, et bon, ça c'est pas très compliqué, on a identifié qu'il y a 3 moments au cours du procès pénal, au cours desquels le laxisme judiciaire peut se matérialiser. Et je vous le fais très simple, vous me dites si c'est trop complexe, parce qu'on est tellement le nez dans le guidon. Le premier moment, c'est le moment de l'opportunité des poursuites. Ce qui veut dire que le procureur peut dire oui ou non, on va poursuivre cette infraction. S'il dit non, trop souvent, on peut considérer que c'est laxiste. On peut considérer qu'il ne poursuit pas assez de gens. Donc ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est au moment du prononcé du jugement. Un juge va donner une peine pour un crime ou un délit qui a été poursuivi par le procureur. Donc là aussi, c'est un deuxième temps. Si jamais le juge prononce des peines trop faibles, on peut considérer que c'est du laxisme. Et trop sévère, bon, d'aventure, ça pourrait arriver, on peut considérer que c'est de la sévérité outrancière. Et puis, troisième moment, c'est au stade de l'exécution des peines. Là, c'est ni un procureur ni un juge du siège qu'on appelle. Là, c'est désormais c'est un juge du siège, mais c'est un juge d'application des peines qui va là nous dire, va détricoter ou pas la peine qui a été prononcée par le juge, le juge initial. Et donc, il y a ces 3 moments-là, et nous, on avait déjà fait un rapport il y a 2 ans sur l'exécution des peines. On a prouvé que, et ça c'était un chiffre qui avait beaucoup fait parler, on l'avait publié dans le Figaro aussi, 41% des personnes condamnées à de la prison ferme n'entrent finalement même pas en prison. Donc déjà, il y a un problème. Et à cause de l'application des peines, en fait, de ce troisième match, on va dire. De ce troisième à cause de l'application des peines. Ils ont été poursuivis par la justice. Ils ont été condamnés à une peine de prison ferme, mais 41%, finalement, le juge d'application des peines ne les envoie pas en prison. Oui, c'est complètement fou. Mais c'est pas encore ça l'info nouvelle. Ça, bon, à la limite, maintenant, on a compris, bon, c'est le cas. Et deuxième info, on avait dit qu'en moyenne, un condamné effectuait 62% de sa peine de prison qui avait été prononcée. Donc, en gros, les 2/3, en moyenne. Et donc là, on a voulu se pencher sur une autre étape, qui est l'étape du prononcé du jugement. Ce qui était une étape sur laquelle c'était très difficile, ça nous semblait très compliqué d'avoir des statistiques et de travailler. Et heureusement, on a finalement tombé sur une donnée qui est très peu exploitée, très peu portée à la connaissance du public, qui s'appelle le casier judiciaire national, qui sont assez incompréhensibles. C'est pour ça que notre étude est quand même assez technique. Ce sont des données assez incompréhensibles, mais qu'on a analysées et qu'on a même améliorées en fonction d'autres éléments. Et donc, ces données-là nous donnent pour chaque délit, on ne parle pas de crime, on parle de chaque délit, donc le vol, l'escroquerie, les coups et blessures volontaires, la fraude au fisc, enfin bref, donc tous les délits qui ne sont pas des crimes, donc un peu moins graves. On a plusieurs informations. On a la durée moyenne de condamnation, voilà, en moyenne, le vol a une durée de condamnation de 4,8 mois, si je me souviens bien. Deuxièmement, on a, donc ça c'est la première colonne, je vous en passe parce qu'en fait il y a 5 ou 6 colonnes, la proportion de peines de prison ferme dans le total des peines prononcées. Donc là on peut savoir si c'est un indicateur de sévérité. Troisièmement, la proportion des peines de prison ferme qui sont aménageables, donc qui seront tout de suite aménagées et pour lesquelles les gens n'entrent pas en prison, ou quasiment. Et on a calculé une 4e colonne. En fait, il y en a beaucoup plus, mais je vous le simplifie. On a calculé une 4e colonne, c'est par rapport à la peine encourue. Par exemple, le vol, la peine encourue, c'est 3 ans. Quelle est la proportion qui est en moyenne prononcée? Et donc, là, la proportion en moyenne prononcée, je vais vous le dire, puisque c'est 4,8 mois, on est à 13% de la peine prévue par le Code pénal. Le Code pénal prévoit 3 ans, 4,8 mois, c'est 13%. C'est dingue. Donc voilà ce qu'on a fait, et on a fait ça pour tous les délits. Et donc je peux vous donner quelques exemples. Pour les agressions sexuelles, par exemple, la peine moyenne c'est 17 mois de prison, ce que moi je trouve assez faible, et 42% de ces peines de prison sont aménageables. Donc une agression sexuelle, à peu près, dans déjà une minorité des cas, on va élucider l'affaire. Dans une autre minorité des cas, on va poursuivre les affaires. Dans une autre minorité des cas, on va être condamné à de la prison ferme. Et ensuite, même quand on est condamné à de la prison ferme, on a 42% de chances de ne finalement pas entrer en prison. Est-ce que vous avez fait la statistique en prenant tout depuis le début à la fin en moyenne pour voir si finalement qui arrive à un taux plein de peine qui devrait être prévu par la loi?
Alors nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a donc ce chiffre de 62% qu'on a trouvé il y a 2 ans, donc qu'on peut appliquer à ces 13%, 17%, etc. Ouais. On n'a pas le chiffre de l'opportunité des poursuites, donc le premier chiffre du tout début, du lancement. on ne l'a pas. Ouais. Voilà, on a les taux d'élucidation. Par exemple, on sait que pour les cambriolages, l'élucidation, c'est 10%. Ouais. Donc, Oui, donc il reste vraiment pas grand monde qui est vraiment touché aujourd'hui par la justice pénale, finalement. Exactement. Et ils vont être plus ou moins touchés par des mesures alternatives, etc., mais sans plus. Et d'ailleurs, moi, j'ai quand même, j'ai retenu plusieurs délits, hein, mais il y en a un, par exemple, qui est quand même très intéressant. Donc, imaginons que un voleur était condamné parce que c'est un récidiviste, il a volé encore un portefeuille sur une terrasse de café, etc. Bon, il y a eu poursuite, il a été ensuite condamné par un juge, il a été condamné à une prison ferme et pas une peine de prison avec sursis. Mais il ne va pas en prison pour une raison ou pour une autre. Il a une obligation judiciaire. Donc, il doit pointer au commissariat, il doit remplir des travaux d'intérêt général, etc. Donc, imaginons qu'il soit passé tout ça et que finalement, il ne remplisse même pas son obligation. C'est-à-dire qu'il ne va pas en prison, on lui donne une chance, mais il ne remplit même pas son obligation. Ouais. Eh bien, ça, c'est un délit. C'est un délit qui pourrait le ramener potentiellement en prison. Eh bien non, on a trouvé les statistiques. La peine moyenne pour ce délit-là, c'est 4 mois de prison, donc c'est extrêmement faible, sachant que pour moins de 12 mois en moyenne, pour moins de 12 mois normalement, c'est une peine aménagée. 96% de ces peines sont aménageables. Donc 4% de ceux qui ne remplissent pas leur obligation judiciaire vont finalement être condamnés à aller en prison pour ça. Et je vais vous citer un ami qui est fonctionnaire au ministère de la Justice, qui me disait... Pour voir son tige révoqué, c'est-à-dire ses obligations-là, et vraiment aller en prison, il faut vraiment tuer quelqu'un. Voilà ce qu'il m'a dit texto. Ok, et ben ça le mérite d'être clair. Merci beaucoup Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice. Et je précise que ce rapport est à retrouver, j'imagine, sur votre site, Pierre-Marie Sèvres. Sur notre site, dans la partie expertise. Institutpourlajustice.org, si je me trompe pas, c'est ça ou .fr? Ça. Oui, .org. Merci beaucoup Pierre-Marie Sèvres et surtout merci pour votre travail. Au moins, je veux dire, face à ces cas terribles et désespérants, au moins certains avancent et ont des propositions à faire. C'est le cas de l'Institut pour la justice. Merci. Encore. Toxin continue, chers amis.